Bonsoir à tous. On vous retrouve en direct sur TV de Vie. Donc, nous sommes l'association Le Pain Quotidien. On vous retrouve pour ce soir une émission pour vous parler des Philippines et de l'œuvre du Seigneur qui se fait aux Philippines. Donc, moi, je suis la sœur Fanny, je suis avec la sœur Sarah, ici présente, et la sœur Mineille, qui travaille dans l'association du Pain Quotidien. Et on va vous parler donc de ce que le Seigneur fait, de la situation aussi des Philippines à mettre en prière et des enfants, des orphelins, des personnes démunies à venir aider. Donc pour cela, on a un témoignage déjà de la sœur Sarah qui est partie y vivre il y a quelques années et elle va vous raconter le commencement de l'association qu'elle a créée avec son mari. Merci Fanny. Bonsoir à tous. Donc oui, comme Fanny l'a dit, moi j'ai vécu aux Philippines il y a quelques années, donc c'est en 2016, dans le cadre de mes études. Et du coup j'ai pu découvrir ce pays qui est un pays très chaleureux et dans lequel du coup j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Donc déjà pour commencer, pour vous faire un rapide portrait du pays, les Philippines c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui du coup en fait est constitué, en fait c'est un archipel de 7000 et quelques îles, donc qui du coup a une c'est beaucoup en fait de paysages comme on peut penser en fait au départ. Donc dès qu'on pense aux Philippines, on pense aux belles plages, voilà, etc. Mais les Philippines, c'est d'abord aussi beaucoup de dureté, beaucoup de souffrance. Donc à savoir que sur les 110 millions d'habitants qui peuplent ce pays, en fait, il y a donc plus d'un quart qui vivent sous le seuil en fait de pauvreté. Et c'est tout cela du coup est dû à beaucoup d'inégalités sociales, donc notamment au niveau de l'accès à l'éducation. Donc il va y avoir par exemple beaucoup d'analphabètes. C'est aussi dû au fait de la surpopulation, surtout le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient entassées dans des bidonvilles. Par exemple, à Manille, la capitale du pays, on va constater qu'il y a au moins 40% des habitants qui vivent dans des bidonvilles. Donc c'est un peu moins de la moitié, quoi. Et c'est quand on parle de bidonville, c'est vraiment, je pense qu'on a quelques images qu'on pourra diffuser par rapport à ça pour montrer un peu donc à quoi ça ressemble. Donc laisser nos on va laisser donc nos frères de la régie nous montrer ces quelques images. C'est du coup des enfants qui vivent dans l'insalubrité, des enfants, des femmes, des hommes qui vivent dans l'insalubrité. C'est des personnes qui du coup justement n'ont pas beaucoup pour vivre tous les jours et qui du coup pour ma part par exemple là où parce que j'ai travaillé aussi un temps là-bas. Du moins, j'ai travaillé dans la capitale à Manille et près de mon logement, comme un peu partout, même au centre-ville, on peut voir voilà des débuts de bidonville. Et je pouvais des fois croiser des personnes, des enfants qui du coup le seul mot qu'ils connaissaient en anglais, parce que là-bas c'est le tagalog et l'anglais qui sont les langues prédominantes et généralement, les personnes qui n'ont pas forcément fait d'études parlent plus tagalog, mais les enfants du coup que je croisais, qui avaient besoin d'argent, la seule chose qu'ils savaient dire, c'est money, c'est vraiment les choses qui ont attrait en fait aux besoins, à l'argent. Et souvent, en rentrant du travail, je les croisais et des fois, je vais les inviter à la supérette d'à côté pour leur prendre des petits gâteaux, etc. Mais c'était pas forcément grand, mais c'était voilà ce que je pouvais faire pour les aider. Mais c'est sûr que c'est déchirant de voir des personnes qui pourraient être nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants même en fait vivre ces choses assez dures, assez difficiles. Donc voilà. Alors, je laisse donc du coup nos frères nous montrer quelques photos afin que tout le monde puisse être sensibilisé par rapport à ça. Vous avez OK, parfait. Donc voilà, c'est un peu ça le portrait des Philippines.
Alors, donc, à mon retour des Philippines, donc à mon retour en France, j'ai pu du coup faire la rencontre de celui qui est aujourd'hui mon mari et qui, avec lequel on a pu mettre en place une association qui s'appelle Anozen Children. Donc, Anozen, pas Another comme les gens peuvent le croire en anglais. Non, c'est Anozen du grec d'en haut. Du grec anozen qui veut dire d'en haut. Et donc, cette association, du coup, a été mise en place afin de mener des actions sociales, de solidarité, de développement aux Philippines. Euh, pour du coup ces populations défavorisées. Donc si au départ on avait beaucoup, je pense une vision un peu large de cette vision, on pensait vraiment que on allait faire quelque chose qui allait être je pense axé sur tous les niveaux sociaux, que ce soit médical, éducation, etc. Au fur et à mesure, le Seigneur nous a conduits à nous focaliser justement sur l'enfance et par du coup un concours de circonstances qu'on sait qui a été du coup orchestré par notre Elohim, on a pu du coup être en contact avec une association là-bas aux Philippines et ça nous a permis de mener beaucoup de d'œuvres sociales, du moins de tout ce qui concerne de la distribution alimentaire dans les bidonvilles. Donc les bidonvilles de Tando, de Boulacan, des bidonvilles en fait proches ou moins proches de Manille. Et c'est là-bas que du coup nous avons pu aussi en 2019, voilà, en 2019 donc du coup faire une mission de solidarité internationale donc avec des frères et sœurs qui ont participé donc qui sont allés en tant que missionnaires. Donc voilà, vous pouvez voir quelques images donc assez touchante de cette mission où plus de 500 enfants et de 400 familles ont pu bénéficier d'une aide. Donc ça a été beaucoup des repas distribués, des kits d'hygiène, etc. Donc ça a pu beaucoup les aider et les encourager. Ça a été aussi l'opportunité pour les missionnaires aussi de voir autre chose et de partager aussi des moments avec ces personnes-là comme à un moment donné, je pense qu'il y a cette vidéo qu'on a pu partager avec des frères et sœurs de la France et des Philippines qui ont pu avoir un temps voilà de louange avec tous ensemble où voilà chacun prenait un peu donc du coup des autres. Donc si on peut diffuser cette vidéo si possible. Merci beaucoup. Merci. Du coup, voilà, comme vous avez pu voir, vraiment, la foi en Elohim n'a pas de frontières. Hein. On peut adorer entre Français, Philippins, entre personnes de toute origine. On peut adorer le Seigneur ensemble. Donc voilà, donc c'est ces petits moments-là du coup que nous avons pu vivre durant cette mission aux Philippines. Donc voilà, aujourd'hui Anozen Children n'a plus ce partenariat aux Philippines, mais l'œuvre du Seigneur continue toujours avec du coup nos frères et sœurs du pain quotidien du coup qui travaillent avec une structure partenaire et du coup je vais laisser notre sœur Mineille nous parler de ça plus en détail. Bonsoir à tous. Effectivement, nous travaillons avec les Philippines depuis 2018 aujourd'hui, avec la structure partenaire sur place qui s'appelle Concordia Children Services. Et donc à ce jour, nous comptons 40 enfants parrainés par le pain quotidien. Et c'est beau parce qu'on a pu contribuer également par la grâce du Seigneur à plusieurs projets sur place. Au niveau de la restauration, notamment de la cuisine, et aussi des sanitaires là-bas, durant tout le temps qu'on y a été, qu'on y est encore jusqu'à ce jour. Et donc voilà un peu pour notre partenariat avec la structure là-bas. Donc comme je disais, depuis 2018, donc ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on est dans le pays.
Je vais laisser la parole à Fanny. Merci pour ces témoignages. En tout cas, on est vraiment encouragés par ce qui s'est fait aux Philippines. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis quand même aperçue que le pays est majoritairement chrétien. Mais c'est vrai que là-bas, je pense que tu m'en as témoigné en tout cas, qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur manière de vivre leur foi? Oui, c'est vrai que les Philippines, c'est un pays qui est à 90% donc chrétien, surtout catholique, hein. Parce que je crois que tout ce qui est un peu euh, issu du protestantisme fait partie, je pense, à 2% ou un peu plus. Mais du coup, c'est vrai que là-bas, la foi, elle est plus culturelle, en tout cas de ce que j'ai pu voir. La foi, c'est quelque chose qui est, par exemple, je me souviens que lorsque je prenais les moyens de transport, souvent là-bas, c'est des jeepneys, c'est des anciens jeeps laissés après la guerre avec les Américains, donc du coup, où les populations, du coup, elles se déplacent avec maintenant. Et souvent, les gens rentrent, les Philippins, voilà, les Philippins ils rentrent et dès qu'on va passer par exemple devant un monument, on voit tout le monde faire un signe de croix. Donc c'est pour montrer à quel point vraiment en fait c'est ancré quoi, c'est mécanique, c'est très très mécanique et ça fait qu'il y a aussi du coup beaucoup aussi de d'autres d'autres professions du coup religieuses issues du christianisme du coup qui vont ressortir, surtout des sectes. Il y a beaucoup d'églises qui sont connues là-bas du coup pour devenir aussi qui sont maintenant en fait des lieux de retrouvailles en fait de chrétiens où on trouve voilà vraiment beaucoup d'adeptes, beaucoup de fanatiques aussi. Par exemple pour parler de fanatisme, on sait que je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais aux Philippines, durant par exemple certaines fêtes comme Pâques par exemple, ils vont essayer de reproduire en fait la crucifixion et il y a des Philippins qui se mettent sur les croix et qui se clouent vraiment. En fait, oui, c'est vraiment c'est à ce point-là où ils sont ensanglantés. Il y en a en fait, ils disent que c'est pour reproduire en fait les douleurs que Yeshua a subi en fait au moment où il a été crucifié. Donc ils se mettent vraiment en fait dans cette condition-là. Il y en a qui se flagellent, donc ils ont le dos en sang. C'est vraiment très dur à voir, mais c'est ça en fait, c'est la réalité aux Philippines, c'est à quel point, pour dire à quel point justement ils y sont, voilà. Minaï, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour compléter, moi je voudrais vraiment mettre l'accent sur le travail des enfants, notamment. Tu as été sur place, tu as pu voir exactement comment ça se passe au niveau des enfants, de leurs conditions de vie. Et c'est vrai que c'est assez choquant de voir des enfants de très bas âge, qui sont vraiment dans les rues, livrés à eux-mêmes. Et je vais juste lire un peu les chiffres. Donc, selon l'UNICEF, on décompte aujourd'hui aux Philippines près de 2,85 millions d'enfants âgés de 5 à 15 ans qui ne sont pas scolarisés. Et la population de 0 à 14 ans représente à ce jour 34,6%. Alors pardon, on a un petit problème au niveau du son qui a été réglé. Alors je sais pas pour reprendre un peu ce que notre sœur Mineille a dit. Donc elle posait une question par rapport justement à la situation des enfants. Donc elle demandait justement en fait comment comment en fait si moi j'ai pu justement assister à tout ça, à voir en fait des enfants même dans des décharges, etc. Moi pour ma part non, j'en ai pas vu. J'ai pu voir des enfants qui vivaient dans la rue véritablement avec leur famille, même souvent certains sur les périphéries qui avaient dans leur famille vivaient avec dans des tentes, etc. Mais j'ai pas forcément vu ça, mais j'en ai entendu parler, j'ai lu justement des articles par rapport à ça, j'ai vu des vidéos par rapport à ça, par rapport même aux enfants qui du coup vivent en fait ou même travaillent dans des mines. Donc c'est vrai que c'est quelque chose
qui du coup fait partie de la société philippine, c'est sûr. Tu parles des mines de quoi? De charbon, voilà, c'est ça. Waouh. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de besoins dans la prière aussi, hein. Donc, si on fait cette émission, c'est aussi pour nous sensibiliser et nous pousser à faire des recherches aussi, parce que personnellement, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé déjà beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un pays qui est beaucoup sujet aux catastrophes naturelles, aux typhons. On entend souvent parler. Nous, en tout cas en France, voilà, on n'expérimente pas beaucoup ça, mais il y a énormément de personnes qui perdent tout du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment des grands traumatismes. Et vraiment, je pensais penser à eux dans nos prières. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvreté, du coup aussi, j'imagine, à cause de ça. Je sais pas si tu as pu en vivre, toi, des choses comme ça. Alors de toute manière, c'est vrai que tous les ans, les typhons, c'est quelque chose qui arrive aux Philippines, voilà. Donc ils connaissent une saison particulière, souvent de juin à octobre, comme je te le disais tout à l'heure, où bah, c'est la saison des typhons, où en fait, bah, beaucoup de régions en fait sont secouées par ça. Moi, bah voilà, comme j'étais là-bas une année, j'ai pu en vivre un, mais pas directement en fait. Comme j'étais à Manille, c'était un peu moins, disons, ça se faisait pas sentir. On pouvait peut-être, j'ai peut-être pu ressentir un séisme ou quelque chose dans le genre, mais encore très faible, mais pas forcément de typhon. Mais c'est vrai que pour les populations qui sont touchées par ça, c'est totalement vrai. Ça fait que, en fait, si on est déjà pauvre, on plonge encore plus profondément dans la pauvreté. Bah, peut-être que Mineille, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, tout à fait. Justement, pour compléter ce que tu dis par rapport au typhon, ben, récemment encore, on date du 29 dernier, ben, il y a eu un nouveau typhon qui s'est abattu, qu'ils ont nommé typhon Nalgae aux Philippines et qui a fait à ce jour déjà 45 morts. Et ils disent que la capitale Manille est également menacée. Donc ça confirme vraiment qu'il y a effectivement beaucoup de typhons ben, dans cette période d'année, comme tu le disais. Waouh. En tout cas, merci, merci à toi d'avoir témoigné. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux ou pour soutenir cette œuvre? Alors bah, du coup, nous, à Nozen, on a un site web qui est anozenchildren.org sur lequel on peut nous retrouver. Sinon, on est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et bah, du coup, pour nous soutenir, toutes les informations, de toute manière, sont trouvées sur ces plateformes-là. Voilà. Merci Sarah. Ben moi, je voudrais aussi insister aussi sur un point, c'est aussi la situation des enfants là-bas. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup en fait, c'est que il y a aussi un phénomène aux Philippines, c'est vraiment l'exploitation sexuelle des enfants, des jeunes filles notamment. Et j'avais regardé un documentaire, il y avait des descentes en fait dans des maisons, en guillemets des maisons closes, mais ce qui est déplorable, c'est que ce sont les familles elles-mêmes en fait qui utilisent ces petites filles pour des pédophiles en fait, des réseaux pédophiles où des enfants sont exploités en fait sur internet en fait. Et j'ai une vidéo comme ça m'a tellement fait pleurer, c'est choquant quoi en fait. Ça veut dire qu'il y a tellement de pauvreté. Bien sûr, ça ne justifie rien, ça n'excuse rien, que les parents eux-mêmes, littéralement, en fait, envoient les enfants à l'abattoir, en fait. Et ça, est-ce que c'est un phénomène dont tu as pu être témoin direct là-bas durant ton séjour? Non, pas personnellement, j'ai pas forcément eu affaire à cela, mais c'est vrai que tout ce qui concerne en fait la les dépravations des mœurs, oui, c'est sûr que c'est présent là-bas par rapport justement à la diffusion justement de cette pédocriminalité. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est connu aux Philippines. Je crois que c'est même l'un des premiers pays où justement il y a le plus de contenu, voilà, le plus de contenu pornographique mettant en scène des enfants.
Mais le pays connaît aussi un autre phénomène qui est le tourisme sexuel, où bah, du coup ça, j'ai pu le voir de mes yeux, où des jeunes femmes, des jeunes filles, bah, du coup étaient, je les voyais au bras de monsieur occidentaux bien plus âgés qu'elles. Et ça, c'est quelque chose qui fait très mal en fait. On se dit, c'est des filles qui ont qui bah pour toutes en fait le Seigneur a des plans pour elles, il y a des choses magnifiques sans doute sur leur vie, des promesses que le Seigneur veut accomplir, mais en fait la pauvreté et tout ça en fait pousse beaucoup comme bah voilà comme ces parents désespérés qui mettent leurs enfants qui du coup exposent leurs enfants, bah, c'est ça en fait, c'est la même chose en fait qui pousse ces jeunes filles aussi à choisir, à faire ces choix-là. Et donc c'est ça, donc bah, c'est fréquent par exemple de croiser des couples de ce genre-là et tout le monde ferme les yeux dessus parce que ben, voilà, ça fait partie du paysage, c'est normal. C'est grave de dire, d'en arriver à dire que c'est normal dans le pays, mais c'est vraiment ça, comme tu dis. Mais est-ce que tu penses que l'État, les autorités, qu'est-ce qu'elles font durant le temps que tu as été là-bas? Est-ce que tu as pu signaler un cas dont tu as été témoin auprès des autorités? Qu'est-ce que tu penses que les autorités font ou qu'elles ne font pas assez? Après, je pense que c'est comme dans beaucoup de pays sous-développés ou en développement, comme les Philippines, c'est que ben, du coup, il y a beaucoup de corruption. C'est que la corruption fait que bah, dès qu'on voit l'étranger, dès qu'on voit l'occidental, et ben on a ce côté un peu idolâtre. On se dit ah ben il faut pas le toucher. Il est surtout que les Philippines ont quand même un lourd passé colonial. Ils ont été colonisés 300 ans par les Espagnols, puis un peu moins d'un siècle par les Américains. Donc ça fait que pour eux, il y a vraiment un idéal occidental qui est dur à enlever en fait. Donc ça fait que ben, quand eux ils voient par exemple le retraité américain, voilà, je dis ça comme ça hein, pour une image, qui voit le retraité américain qui vient qui est avec voilà de je sais pas de 70 ans qui est avec une jeune fille de 16 ans, eh ben on va fermer les yeux parce que le monsieur en même temps eh ben, il a de l'argent à mettre sur la table, c'est ça. Donc c'est des histoires pareilles, c'est ça, c'est la corruption, c'est tout ce qui gangrène aussi un pays et qui fait que justement on va pas on n'arrive pas forcément, même quand on parle des enfants au niveau de l'éducation, et ben le pays va pas forcément investir vraiment en fait dans cette éducation parce que ben, les écoles restent toujours chères pour ceux qui ne peuvent pas forcément envoyer leurs enfants, par exemple les universités. J'étais dans une université là-bas et c'est encore parce que c'était un partenariat avec mon université en France. Mais quand je vois le vrai prix, même moi, je pense pas que je serais allée dans cette université-là. Pourtant, c'était aux Philippines et voilà. Mais voilà, les inégalités, elles sont là et elles sont creusées par un système qui n'est pas forcément juste. Voilà. Et j'ai encore quelques questions. Comment on en arrive à trouver des enfants, avec les images qu'on a pu voir de 2 ans, dénudés dehors? Est-ce que c'est du fait que les parents sont absents ou parce que ces enfants-là dans les rues, est-ce que ce sont des enfants orphelins ou comment on arrive à avoir des enfants de 2 ans comme ça et que ça paraît quasiment normal dans la rue? Bon, après, il y a déjà bon, tout ce qu'on a évoqué. Et puis, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au trafic sexuel des enfants. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui naissent, en fait, de femmes qui ont été mises enceintes de par la prostitution. Et donc, beaucoup d'orphelins, en fait, parce que ils sont considérés comme des bâtards, des enfants illégitimes. Et donc, ils grandissent, c'est vraiment très triste. Ils grandissent sans identité, ils sont même à la recherche de leur père. Parfois, bah, souvent, la mère aussi peuvent les abandonner ou alors les faire aussi se prostituer. Et c'est toujours le serpent qui se mord la queue. De toute manière, c'est compliqué de sortir de tout ce système, en fait. Et en plus, de par la Covid, il y a eu beaucoup de choses mises en place par webcam, voilà, par visio. Et, euh, et finalement, bah, ça prend de l'ampleur en fait, parce que c'est encore plus facile pour ces personnes de le faire. Donc, euh, donc voilà, c'est bien triste. Et pensons à eux dans nos prières, pensons à ces enfants. J'avais un verset pour finir. Donc nous sommes avant tout des associations chrétiennes et nous faisons cela
par la grâce du Seigneur, c'est lui qui pourvoit à toutes choses et c'est lui qui sensibilise les cœurs aussi pour soutenir l'œuvre. Donc dans Jacob 1, verset 27, la religion pure et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. Amen. Donc voilà, c'est vraiment notre vision et la ligne conductrice de toute l'œuvre, de tout ce qu'on fait de ce que le Seigneur fait. Et puis pensons avant tout aussi à prier, vraiment, parce que donner du temps dans la prière, c'est très efficace. Et voilà, prions avec foi pour ces enfants. Je ne sais pas si vous avez aussi un mot de la fin. D'accord. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver le pain quotidien sur les réseaux sociaux au nom de Pain Quotidien Association, sur YouTube aussi. On essaiera de faire des émissions au moins une fois par mois. Vous pouvez aussi aller bien sûr sur notre site painquotidien.org. Vous pouvez retrouver nos actions dans le monde. Et il y a une page par pays pour les Philippines aussi. Donc on remercie le Seigneur pour votre soutien, votre sensibilité. Et on rend au Seigneur toute la gloire pour ce qu'il fait. Bonne soirée.